Et c'est là où je me suis dit que les influenceurs, ils pouvaient être des vecteurs extrêmement efficaces de la transition. Ils pouvaient sensibiliser à grande échelle. Mais j'ai aussi fait le constat contraire. Aujourd'hui, finalement, les imaginaires qu'ils portent, ils sont très loin d'être cohérents avec les enjeux écologiques et notamment les enjeux climatiques. Et donc, il y a un enjeu à mobiliser ces acteurs-là pour concrètement faire avancer d'autant plus rapidement ces questions de transition écologique et de sensibilisation de la société. Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Amélie Deloche. Amélie fait partie de ces personnes qui ont su allier dans leur travail leur sujet de prédilection. Pour Amélie, la transition écologique et l'influence marketing. Cela donne un métier un peu particulier, assez unique même, en tout cas assez neuf, celui de consultante en influence éthique, écologique et responsable. Si les concepts d'influence ou de marketing vous paraissent un peu nébuleux pour le moment, grâce à Amélie, vous comprendrez mieux l'impact réel de la publicité, des réseaux sociaux et des influenceurs dans notre vie quotidienne et nos imaginaires collectifs, de notre manière de consommer à celle de voyager, en passant par le rapport aux autres et à l'environnement. Bon, ne vous étonnez pas si vous n'entendez pas la voix de Raph dans cet épisode, car l'enregistrement a eu lieu à Paris, et Raph ne pouvait pas se déplacer pour cette fois. Bien sûr, il a participé à la préparation de l'épisode, et est très content des questions que j'ai posées pour lui, et des réponses d'Amélie aussi. Et maintenant, place à l'épisode. Amélie, on va commencer très simplement. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es ? Bien sûr, bonjour à tous. Donc, je suis Amélie Deloche, consultante en influence écologiquement responsable. Et concrètement, mon travail, c'est d'accompagner la transition du secteur de l'influence marketing. L'influence marketing, est-ce qu'on pourrait commencer par définir ça ? Mon Dieu, très complexe. En gros, l'influence marketing, comme on la voit aujourd'hui, c'est en gros un marketing qui va se baser sur des leaders d'opinion qu'on appelle influenceurs. Qu'est-ce que c'est un influenceur marketing aujourd'hui ? C'est une personne qui monétise sa visibilité en ligne à travers des collaborations et des partenariats avec des marques ou des entités. Ok. Aujourd'hui, on connaît pas mal d'influenceurs sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Toi, ton rôle aujourd'hui, il a commencé il y a combien de temps ? Quand est-ce que tu t'es dit, ces influenceurs-là qui ont une visibilité quand même assez importante, j'aimerais bien qu'ils soient responsabilisés. Je me rends compte qu'ils ont une grosse visibilité. Comment je peux agir moi ? D'où c'est venu tout ça ? Alors, ça fait 2-3 ans que je me suis vraiment très intéressée au sujet des influenceurs, de l'influence marketing, etc. Mais personnellement, j'ai toujours suivi des influenceurs. J'ai été très grosse consommatrice de YouTube, on va dire, dès mon plus jeune âge. Donc, j'ai toujours beaucoup suivi d'influenceurs. Donc, j'étais très au fait de ce qui se passait, des nouvelles têtes qui émergeaient, des nouveaux enjeux, etc. Et je me suis vraiment intéressée au sujet de manière assez poussée quand j'ai travaillé pour la première fois avec des influenceurs dans mon ancien travail. En gros, je travaillais à l'Agence française de développement, donc qui est une institution publique. Et mon travail, c'était de sensibiliser les 15 à 25 ans en France aux enjeux de développement durable. Et forcément, on avait, pour un de nos contenus, travaillé avec un influenceur, justement, pour avoir sa visibilité, pour qu'il puisse porter à sa communauté les sujets de transition écologique. Et c'est là où je me suis dit que les influenceurs, ils pouvaient être des vecteurs extrêmement efficaces de la transition. Ils pouvaient sensibiliser à grande échelle auprès de communautés qu'on n'arrive pas forcément à avoir quand on parle d'écologie de manière générale. Et donc, c'est là où je me suis dit, l'influence a vraiment un pouvoir extrêmement efficace sur la transition écologique et de porter justement ces nouveaux imaginaires de transition. Et en fait, je me suis dit ça, mais j'ai aussi fait le constat contraire. Finalement, je me suis dit, oui, les influenceurs, ils ont ce pouvoir de prescription, ce pouvoir d'orienter les imaginaires et les normes sociales. Mais aujourd'hui, finalement, les imaginaires qu'ils portent, ils sont très loin d'être cohérents avec les enjeux écologiques et notamment les enjeux climatiques. Et donc, il y a un enjeu à mobiliser ces acteurs-là pour concrètement faire avancer d'autant plus rapidement ces questions de transition écologique et de sensibilisation de la société. Et c'est à ce moment-là où j'ai co-créé un collectif qui s'appelle Paye ton influence et qui a pour objectif justement d'aller réveiller les influenceurs et de manière générale le secteur de l'influence marketing sur les questions écologiques pour qu'ils puissent comprendre à quel point le pouvoir d'influence qu'ils ont est forcément aussi lié à cette forme de responsabilité. Donc ce collectif-là que tu as créé, il agit comment concrètement ? Est-ce que tu vas voir les influenceurs, tu leur donnes des conseils ou est-ce que c'est plutôt de la dénonciation de comportements irresponsables, jugés irresponsables ?
Alors, on a plein d'objectifs et de mise en œuvre à travers Pay ton influence. De base, l'objectif principal, c'était vraiment d'être une forme de lanceur d'alerte. L'idée, c'était de montrer ce qui nous semblait être incohérent climatiquement, ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux. Donc, on a commencé le compte Instagram, qui est vraiment notre vitrine aujourd'hui et qui continue à être notre vitrine, en allant interpeller, dénoncer un peu ce qu'on pouvait voir sur les réseaux de comportements de créateurs de contenu, de collaboration commerciale. Voilà, par exemple, mettre en avant des concours pour aller à l'autre bout du monde en avion, par exemple, ou promouvoir des marques comme la fast fashion ou des grosses industries polluantes. Donc, on a pas mal mis en avant finalement tous les impacts écologiques du secteur, en interpellant aussi des créateurs de contenu, etc. Et l'idée, c'était aussi d'aller plus loin. On voulait pas juste être un lanceur d'alerte, on voulait aussi proposer des solutions. On a notamment donc créé une charte de l'influence responsable à destination des influenceurs qui est disponible dans notre bio Instagram, totalement libre, pour un peu guider concrètement les influenceurs qui voudraient se mettre sur ces questions d'autant plus d'éthique écologique et de responsabilité. Donc, c'est un set de propositions sur concrètement quelles sont les questions qu'il faut se poser quand on est un influenceur pour intégrer plus d'éthique et comment concrètement le faire. Donc, ça va être choisir ses partenariats, avoir une réflexion sur les imaginaires qu'on met en avant. Est-ce que je surpromeux à la consommation? Est-ce que je me montre beaucoup dans un avion, etc. Et ensuite, on a aussi eu du coup l'occasion de mener le sujet même aussi dans les pouvoirs publics, notamment suite à la loi influenceur qu'il y a eu. Donc, on a été intégré il y a un peu plus d'1 an par le ministère de l'économie justement sur les discussions qu'il y a eu sur la loi pour justement pouvoir porter notre plaidoyer de l'influence écologiquement responsable. Et donc, remettre sur le devant de la scène le fait que certes, c'était important que les influenceurs ne fassent pas d'arnaque, mais c'était aussi important qu'ils puissent avoir une réflexion globale sur les imaginaires qu'ils mettent en avant et les messages qu'ils font passer dans un monde en urgence écologique, surtout parce que les influenceurs, ils s'adressent à une audience qui est jeune, qui est principalement les 15-25 ans, une audience influençable et on tient aussi beaucoup à le rappeler, une audience qui va être la première à devoir vivre durablement avec les effets du réchauffement climatique. Tout à fait. Donc là, on voit qu'il y a un peu 3 pans. Il y a un pan plutôt lanceur d'alerte, un pan plutôt accompagnement et des influenceurs, et puis un pan aussi régulation, avec la loi du 9 juin 2003 qui est passée et qui a été annoncée par Bruno Le Maire. Si moi, je suis un influenceur demain, je me place sur des réseaux sociaux où il y a vraiment une liberté qui est très, très grande. Qu'est-ce qui me contraint à proposer cet imaginaire-là, plutôt écologique, plutôt social, plutôt climatique? Comment tu essayes de les contraindre ou de les embarquer avec toi dans leur influence, alors que c'est peut-être a priori pour eux pas leur cœur de métier? Alors, déjà, avec Pay ton influence, notre objectif, c'est d'aller toucher des influenceurs qui, de base, sont pas engagés. Donc, avoir des créateurs de contenu qui, justement, sont au ligne éditoriale, qui va être plutôt classique, ça va être potentiellement lifestyle ou autre, mais en tout cas, voilà, qui n'intègrent pas forcément ces questions de responsabilité ou très peu, pour justement, voilà, aller toucher une audience qui, elle, va être d'autant plus amenée à pouvoir évoluer aussi sur ces questions-là. Les conclusions que je fais, c'est des conclusions que je pourrais faire sur tous les secteurs économiques. C'est-à-dire qu'on est on vit dans un monde où c'est beaucoup plus complexe d'être responsable. Tout est plus facile quand tu as un comportement irresponsable. Donc, il y a énormément de freins à l'action pour les influenceurs qui vont être les mêmes freins individuels ou même les freins au niveau des entreprises. La première chose, c'est que aujourd'hui, déjà, le secteur de l'influence, c'est un secteur qui est en croissance exponentielle. Les marques, elles font de plus en plus appel à des influenceurs. Donc, c'est vraiment un marché qui est grandissant avec énormément d'opportunités économiques. Et finalement, notamment les plus gros créateurs aujourd'hui et même les créateurs qui émergent, souvent, en fait, ils vont se faire proposer des collaborations commerciales par des marques qui sont pas forcément éthiques. Donc, quand tu as un énorme créateur, que potentiellement derrière, tu as aussi une équipe de plus en plus derrière toi, que tu as aussi un minimum de niveau de vie qui est extrêmement haut, concrètement, ça va être complexe de te couper de mannes financières qui vont principalement venir des entreprises pas éthiques. Parce que concrètement, aujourd'hui, les entreprises qui sont vraiment responsables et vraiment éthiques, elles n'ont pas les moyens de travailler avec les gros influenceurs. Donc, on va avoir toujours les entreprises les plus polluantes qui vont avoir les plus gros moyens pour travailler avec le secteur de l'influence. Donc, il y a cette question du business model qui est un des plus gros freins. C'est-à-dire que pour être passé d'une influence un peu classique à une influence plus responsable, forcément, il y a une réflexion sur concrètement quel est le manque à gagner que je peux avoir, comment je peux transitionner ou pas, est-ce que je peux diversifier mes activités pour pouvoir continuer quand même à avoir cette forme de revenus. Donc ça, c'est un premier frein. Et puis même dans la création de contenu, aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui font de plus en plus de grosses productions. Ces grosses productions, elles nécessitent aussi d'autant plus de collaborations commerciales avec des partenaires qui ont les moyens de financer ces grosses productions.
Donc, il y a le premier frein, on va dire business model. Ensuite, tu as aussi les freins des opportunités. Concrètement, quand tu es un influenceur, c'est extrêmement complexe en tout cas, surtout potentiellement quand tu es jeune, etc., que tu n'as pas forcément eu l'occasion, par exemple, de voyager quand tu étais petit. Une marque te dit, ah je t'emmène une semaine à Miami, tout frais payé. Il faut avoir une force mentale énorme pour refuser, surtout quand tu es jeune, que tu as potentiellement 21 ans, que tu commences sur les réseaux, tu as envie de le faire, bien sûr. Donc, il y a un peu ce coupé d'opportunités qui sont vues comme aujourd'hui des imaginaires de rêve, en fait, concrètement. Pareil, Coachella, par exemple, tous les énormément d'influenceurs qui se font inviter à Coachella tous les ans. Coachella, c'est un peu le rêve, tu as tous les stars américaines. Enfin bref, en fait, il faut y être. Il faut aussi pouvoir se montrer. Il y a aussi une question de rapport à son audience. Quand de base, tu es un influenceur qui est pas très engagé, en fait, l'audience, elle est sur les réseaux aussi pour pouvoir avoir accès à des destinations ou des modes de vie auxquels elle ne peut pas avoir accès dans sa vraie vie. L'audience apprécie qu'on lui vende du rêve aussi, bien sûr. Et donc, quand tu es un influenceur, l'idée, c'est aussi de montrer une vie qui va être un peu extraordinaire. Donc, il y a aussi ce truc de, concrètement, comment je continue à être, à donner envie à mon audience si je commence à finalement montrer une vie que tout le monde a, etc. Par exemple, Lena Situation, elle a un peu une vie de rêve, elle fait des trucs de ouf, etc. Si du jour au lendemain, elle voyage beaucoup moins, elle décide de boycotter tout le monde de la mode parce qu'elle trouve que c'est écologiquement responsable, concrètement, son audience, c'est ce qu'elle recherchait chez Lena Situation, elle l'aura plus. Donc, elle va potentiellement se désolidariser de cette influenceuse. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que concrètement, les influenceurs ne sont riches que de leurs abonnés. On est un influenceur que parce qu'il y a des gens qui nous regardent et des gens qui nous suivent. Donc, il y a un peu cette question de comment, en faisant ma transition vers une influence plus éthique, j'arrive quand même à garder une certaine forme de relation avec mes abonnés et j'arrive à pas trop les brusquer, à toujours les intéresser. Et puis, de manière générale, en fait, dans le secteur de l'influence, il y a très, très peu d'influenceurs qui ont vraiment fait une transition. On a soit des influenceurs qui, de base, ont une ligne éditoriale sur les questions écologiques, etc., avec des audiences qui vont les regarder parce qu'ils sont responsables. Et ensuite, des influenceurs plus classiques, finalement, où là, on a très peu d'exemples d'influenceurs qui ont vraiment transitionné d'une influence classique à une influence plus responsable. Parce qu'il n'y a pas non plus de dynamique globale de transition au sein du secteur. Il y a certains exemples. Moi, je cite beaucoup Angel Phoenix, qui a été une des précurseuses sur ces sujets, qui a notamment, en 2016, a été la première à refuser que les marques lui envoient des colis non sollicités, qui ensuite a été ambassadrice d'Ecosia, elle a monté une marketplace éco-responsable, etc. Alors, bien sûr, elle n'est pas une influenceuse 100% écolo, mais elle a fait vraiment une transition. Elle a mis en avant le fait que la première année où vraiment elle a fait cette transition-là, elle a perdu un tiers de son chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'elle a vraiment mis en avant ses valeurs plutôt que le business model, ce qui est extrêmement complexe. Et de manière générale, en fait, cette transition-là, elle lui a fait perdre des abonnés, perdre son engagement. Et de manière générale, alors qu'elle était la première influenceuse française, finalement, il n'y a pas de mouvement derrière elle d'influenceurs qui ont fait la même chose. C'est plutôt des influenceurs qui ont pris ses parts de marché, finalement. Donc, il y a aussi cette concurrence où, avec le passage clandestin, en fait, c'est jamais gagnant d'être le premier à transitionner. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un enjeu d'apprentissage par les pairs entre créateurs de contenu pour pouvoir vraiment tous se pousser vers le mieux, quoi. Et que les créateurs, ils captent que si ils intègrent les enjeux éthiques et de responsabilité, ils sont pas seuls et qu'ils seront pas non plus les seuls à payer le prix, quoi, concrètement. Donc, il y a pas mal de freins et c'est complexe. Et puis voilà, les secteurs de l'influence, c'est un secteur qui est quand même celui de la publicité. Donc, même si tu es un influenceur plus écolo, etc., de manière générale, tu vends des produits. En tout cas, tu mets en avant des marques. Ça qui est intéressant aussi, c'est que aujourd'hui, on essaie de mettre un peu plus en avant le rapport aux réseaux sociaux, le fait que ça prend énormément de temps, que c'est une manière aussi de voir la vie qui est beaucoup plus instantanée, l'attention qui est beaucoup plus difficile à capter. Et donc, il y a comme un engrenage aujourd'hui. Et toi, ce que tu dis quand même avec Paye ton influence et Post-influence, c'est de combattre un peu le feu par le feu en disant on va intégrer le monde des réseaux sociaux, diffuser une autre manière de penser et puis essayer de changer les choses. Est-ce que tu penses que ça fonctionne ? Alors, je pense que, en tout cas, ce qu'on fait avec Paye ton influence, je sais que ça fonctionne, que ça a porté ses fruits depuis. On a créé Paye ton influence il y a 2 ans, en décembre 2021. En très peu de temps, on a eu pas mal de gens qui nous ont suivis sur les réseaux. Même quand on n'avait vraiment pas beaucoup d'abonnés, on n'en a pas encore non plus énormément aujourd'hui, mais quand on avait vraiment 1000 à 2000 abonnés, quand on faisait une interpellation même d'une marque ou d'un créateur, on savait que ça faisait du bruit. On a ensuite été graduellement vraiment reconnu par les acteurs du monde de l'influence et on a pu avoir des liens avec eux, donc on a aussi pu un peu plus comprendre comment marchait le secteur, quels étaient les freins, quelles étaient aussi potentiellement les personnes qui pouvaient nous allier au sein du secteur. Donc vraiment avec toujours l'ambition derrière d'aller un peu bousculer,
mais aussi d'être dans un dialogue constructif. Donc l'idée avec Passion d'influence, c'est pas de lancer l'alerte pour braquer, c'est plutôt de dire ok, là il y a un enjeu, réfléchissez-y et il va falloir vous poser les bonnes questions, notamment les questions éthiques, écologiques, etc. Et pour le coup, ça a pas mal marché, ça fonctionne bien. En fait, l'idée, c'est qu'on est en même temps dans le dialogue, en même temps dans l'interpellation, mais une interpellation qui reste concrète et expliquée et pragmatique. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'aller expliquer, en fait, c'est quoi la problématique. Ok, quand un influenceur met en avant, je ne sais pas combien de concours pour un billet d'avion, ok, c'est quoi la problématique, c'est quoi l'imaginaire derrière, comment on pourrait faire autrement. Là, en ce moment, on est vent debout contre les lobbies de l'agrochimie qui font pléthore de partenariats avec des influenceurs, avec très, très gros influenceurs qui ont des grosses communautés. Donc, l'idée, ça va dire, OK, en fait, là, il se passe ça. C'est quoi la problématique? Pourquoi ça devrait pas avoir lieu dans l'influence? Et essayer d'aller un peu, lancer l'alerte au sein des acteurs du secteur qui, potentiellement, eux, peuvent aussi influencer d'autant plus leurs pairs, quoi. Avec Passion d'influence, je l'avais pas mentionné, mais on avait aussi des ateliers de sensibilisation à destination des créateurs de contenu aussi. On en a fait quelques-uns. Donc l'idée, c'est aussi d'être vraiment très en lien avec le secteur. Et alors, je pense que potentiellement, il y aurait d'autres approches qui pourraient aussi... En fait, l'idée, de toute façon, c'est qu'il n'y a pas une approche qui est la meilleure. C'est pour ça qu'il y a vraiment un enjeu d'autant plus d'être plusieurs sur le sujet. Là, il y a pas mal de choses qui se passent avec On est prêt, qui font des résidences de sensibilisation et de formation des influenceurs. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Il y a d'autres trucs qui se mettent en place. Enfin, il y a aussi une réflexion même au sein même des instances du secteur, notamment l'UMIC, donc l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, qui est une sorte de fédération des agences d'influenceurs et des créateurs, qui a un nouveau comité éthique qui a pour objectif justement d'aller passer les messages sur l'éco-responsabilité aux acteurs de l'influence. Donc en fait, je pense que ça va venir de plein d'acteurs, des lanceurs d'alerte comme Pay to Influence, des acteurs au sein du secteur qui vont pouvoir justement parler entre eux et on va dire se bouger entre eux, les influenceurs eux-mêmes qui bien sûr avec cet apprentissage par les pairs et lancer une dynamique un peu collective, les audiences aussi qui on en parlera peut-être un peu plus, mais qui ont un très gros impact sur les influenceurs, qui sont de plus en plus exigeantes, notamment sur les questions d'éco-responsabilité. Les réseaux sociaux aussi, qui sont aussi un acteur extrêmement important sur ces questions-là. On est notamment beaucoup en lien avec YouTube, qui met pas mal de choses en place pour sensibiliser les créateurs. Donc voilà, on a beaucoup d'acteurs. Tout le monde a on va dire, sa pierre à apporter à l'édifice. Mais en tout cas, la niche dans laquelle on est avec les questions d'influence, on sait qu'elle marche. Et c'est pour ça qu'on la continue. Tu as parlé tout à l'heure d'Enjoy Phoenix. On a aussi l'exemple de Squeezie, par exemple, qui a pu regretter d'avoir fait un partenariat avec le lobby du lait à un moment. Toi, qu'est-ce que t'as pu voir quand tu allais voir des influenceurs, tu leur disais, là, on peut vous aider, on peut vous accompagner. Comment les influenceurs réagissent? Est-ce qu'ils se braquent? Est-ce qu'au contraire, ils sont plutôt ouverts? Et ils se disent, tiens, c'est intéressant, c'est un truc que j'arrivais pas à faire et vous pouvez m'aider. T'as quoi comme expérience pour le moment? De manière générale, tous les créateurs avec lesquels j'ai discuté, alors déjà, c'est des créateurs qui déjà étaient volontaires pour aller se faire sensibiliser. Donc déjà, ça, on va dire ça, c'est des gens qui sont intéressés. Mais de base, il y en a plein qui n'étaient pas du tout sur les questions de responsabilité ou d'écologie, etc. En fait, il y a un peu ce truc où, de manière générale, quand tu vas dire à quelqu'un, oui, tu pourrais faire ça dans ta vie pour, je sais pas, réduire son empreinte carbone ou réduire son impact, etc. Genre, de manière générale, t'as très peu de monde qui va dire, ah ouais, non, vraiment, je m'en fous. Alors, il y en a, hein, mais voilà. Donc, souvent, ils sont intéressés. Ils sont on va dire, ils attendent qu'on les guide, en fait, concrètement, sur comment faire. Après, il y a un gap qui peut être énorme entre la prise de conscience et l'action. Parce que l'action, elle demande, comme je le disais, un certain effort, des sacrifices aussi. Et ça, voilà, on peut pas non plus faire une transition écologique sans une forme de sacrifice, de renonçoir à certaines choses. Après, ça peut être aussi plein de nouvelles opportunités aussi, bien sûr. Mais il y a ce truc où, concrètement, il y a la personne qui va être ultra enthousiaste après une phase de sensibilisation, un atelier de sensibilisation, de formation, et qui ensuite, en fait, il y a la réalité de la vie, qui est que, en fait, c'est complexe d'être plus responsable. Mais il y a quand même une certaine forme de culture naissante de l'éco-responsabilité au sein du secteur qui est en train de naître d'autant plus, et qui, je pense, est sur la bonne voie. La problématique aussi, c'est que le secteur de l'influence, comme je disais, il est en croissance exponentielle. Et dans cette croissance exponentielle, il y a une croissance du business as usual qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide que la croissance du côté plus responsabilité écologique. Surtout avec TikTok, où tu as très rapidement, tu as énormément de nouveaux influenceurs tous les jours.
Et tu as aussi de nouveaux acteurs qui entrent sur le marché, donc les lobbies, par exemple, ou toute autre entité qui a les moyens de se payer des influenceurs et qui, justement, va être une source énorme de financement pour les créateurs. Donc, tu as aussi, par exemple, beaucoup de banques, de plus en plus, qui vont faire des partenariats commerciaux avec des influenceurs. Donc, c'est aussi un nouveau moyen d'influence pour des grosses entités qui ont des impacts écologiques absolument désastreux. La fast fashion, bien sûr. Et donc, à côté, le côté de responsabilité, en fait, il nage quand même dans un océan d'irresponsabilité. Mais c'est le même constat dans tous les secteurs, en fait. C'est-à-dire que tu as un en même temps. En même temps, tu as une transition de secteur. En même temps, tu as le business as usual qui est extrêmement agressif et qui prend toujours plus de place. Tu as parlé des 15-25 ans qui étaient la première génération qui allait vivre le plus durement, en tout cas, tous les impacts du changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, etc. Comment tu te sens face à ça et comment tu le ressens aussi? Alors, je crois que j'ai fait mon deuil de cette manière. Non, en gros, ça va faire 7 ans maintenant que j'ai vraiment eu mon réveil écologique qui m'a ensuite amené vers l'engagement bénévole au sein pour un réveil écologique de base, ensuite à orienter ma vie pro sur ces questions de transition écologique, jusqu'à traiter du sujet de l'influence. En fait, c'est un peu ça dépend des moments, mais il y a, on va dire, je sais pas, quand il y a des nouvelles catastrophes écologiques, etc., qui arrivent, je suis en mode ah ouais, purée, c'est vraiment la cata. Ou quand il y a des rapports de GIEC qui sortent, c'est vraiment la cata. Mais au quotidien, en fait, je suis un peu, en fait, je suis vraiment consciente que qu'on est dans une urgence absolue, que il y a une certaine forme de flou total sur à quel point notre vie va être bouleversée dans les années à venir. Par exemple, c'est ouf parce qu'on avait des objectifs 2030 en mode d'ici 2030, il faut qu'on n'ait plus ça, etc. 2030, c'est dans 6 ans. 2030, c'est aussi proche que 2018. 2018, j'ai l'impression que c'est hier. Et du coup, t'as un peu l'impression qu'en fait, le temps, il passe et les choses, elles changent pas, en fait. Et même pire, elles sont pires parce qu'on a, par exemple, si on parle juste de CO2, les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais reculé, sauf pendant le Covid. Donc, elles continuent à augmenter d'année en année, à battre des records. On est en train de encore exterminer le vivant. Là, en ce moment, je suis en train de m'intéresser à un tout nouveau sujet de l'écologie qui, jusqu'à présent, on va dire, m'était un peu plus inconnu. C'est justement la question de la biodiversité, de l'extinction du vivant. Et ça, d'ailleurs, c'est une problématique. Enfin, c'est que dans nos sociétés, on a vraiment le carbone tunnel. Donc on parle que de CO2, d'empreinte carbone, alors qu'en fait, c'est un impact par rapport à tous les autres impacts qu'il y a sur biodiversité, mais sur la santé, etc., qui sont beaucoup plus tangibles pour le coup. Et donc là, je m'intéresse beaucoup à la question des pesticides, ce qu'on a appelé les polluants éternels. Et ça commence à me faire vraiment peur pour le coup. Et c'est pour ça que là, de voir des lobbies de l'agrochimie qui sont justement des lobbies qui sont full pesticides et qui sont à l'origine, c'est une forme d'extinction du vivant. En fait, ça me fait vraiment peur de me dire que eux, ils sont ils commencent à s'immiscer dans le secteur d'influence, quoi, pour justement essayer de garder au maximum leur influence et faire en sorte que leur activité puisse durer dans le temps, alors que leur activité est pas du tout viable, quoi. Donc là, on peut parler d'éco-anxiété. Est-ce que c'est ça ton moteur aussi? Oui, d'une certaine manière. En fait, je pense que c'est ultra sain d'être éco-anxieux parce que c'est quand tu as peur que tu t'agis, en fait, concrètement. Et c'est quand tu es conscient de quelque chose que tu peux répondre par une action. Donc, moi, c'est la peur qui m'a toujours, en tout cas, qui a été toujours un moteur. On dit beaucoup, oui, non, mais quand t'as peur, t'es immobile. Alors oui, pour certaines personnes, la peur, elle amène à juste se dire, ah, mais en fait, c'est foutu, je préfère rien faire, etc. Mais de manière générale, cette éco-anxiété-là, en fait, il faudrait que tout le monde l'ait. Il faudrait que tout le monde puisse avoir conscience de à quel point ce qui potentiellement arrive est inquiétant, en fait, concrètement. Donc oui, ça a toujours été un moteur, l'éco-anxiété. Et pour moi, c'est pas quelque chose de mauvais, sauf si ça amène à des problèmes de santé mentale qui vont être potentiellement des dépressions. Et ça, on sait que dans la génération aussi, c'est de plus en plus présent. Donc c'est ça qui est plutôt inquiétant. Mais du coup, un des remèdes pour toi, c'est quand même d'agir, de faire des choses et de te lancer, quoi. Exactement. Ouais, ça a toujours été ça. De voir que à mon échelle, je vais pas sauver le monde, mais je fais des choses et surtout, je fais des choses qui ont du sens pour moi. Je pense que c'est aussi ça. Enfin, pour le coup, j'ai l'impression, de manière générale,
dans ma vie d'être alignée avec mes valeurs, d'avoir, bon après j'ai ce luxe aussi d'une certaine manière d'avoir un quotidien que je choisis parce que je suis auto-entrepreneur et du coup je peux vraiment, on va dire, choisir là où je mets mon temps parce que il y a plein de gens qui n'ont absolument pas ce choix-là. J'ai la chance aussi, d'avoir fait des études et donc voilà, de manière générale, je me sens très alignée avec mon quotidien et avec mes engagements, donc c'est ça aussi qui donne espoir concrètement. Toi, tu as fait des études dans une école de commerce à la base. On pourrait penser que rien ne te prédestinait à t'engager dans tout ça. Est-ce que tu dirais quand même, quand tu as eu ton déclic, ton réveil écologique, tu aurais pu choisir peut-être de bifurquer, de changer complètement, de quitter cette école de commerce. Tu as quand même continué. Est-ce que tu penses que ce que tu fais aujourd'hui, c'est dans la continuité et l'école de commerce t'apporte quand même parce qu'elle te permet de comprendre peut-être un système? Ou est-ce que parfois tu hésites et tu te dis, j'aimerais bien tout plaquer et sortir carrément de ce système-là, quoi? Alors, déjà, rien ne me prédestinait à faire une école de commerce. Concrètement, je n'ai jamais eu l'ambition d'en faire une jusqu'à 6 mois avant la date butoir pour les concours, quoi. Concrètement. En gros, moi, j'ai toujours été intéressée par la géopolitique, donc je voulais travailler, j'avais un rêve de travailler à l'ONU, dans les relations internationales. Et c'est ça que j'ai commencé comme étude. Donc, j'ai commencé à la fac, à Lyon 3, en langue étrangère appliquée. Et en fait, donc, ça m'a pas... Bref, du coup, j'ai changé d'études. Après, j'ai fait un BTS commerce international, justement, pour garder ces enjeux de relations internationales. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle une prépa ATS. C'est une prépa, en gros, c'est public. En même temps, tu fais une licence 3 et en même temps, tu fais les concours des grandes écoles. De manière générale, cette prépa, quand même, l'objectif, c'était plus de rentrer en école de commerce, mais je savais que j'avais aussi la possibilité de postuler à des masters spécialisés qui pouvaient m'intéresser dans des facs, des masters un peu, sur dossier. Et en fait, j'ai été pris dans la dynamique de ma promo où tout le monde était en mode, ah ouais, enfin, tout le monde voulait rentrer en école de commerce, concrètement. Moi, j'y connaissais rien du tout. Et en fait, je me suis dit, bon, quand même, vas-y, fais les concours, ça se trouve, au pire, t'auras le choix, t'auras plus de choix. Puis en plus, j'avais des cours qui me préparaient à ça, donc voilà. Et il s'avère que j'ai fait les concours notamment de l'école que j'ai faite, qui est Grenoble École de Management, et qui est une école vraiment de commerce, mais qui est très portée sur la géopolitique. Il y a notamment un festival de géopolitique tous les ans qui est très connu. Il y a la possibilité de faire des cours sur la géopolitique. Il y a des doubles diplômes avec notamment l'IRIS, donc l'Institut de géopolitique à Paris. Et c'était vraiment ça. Je me dis, OK, du coup, j'ai été prise dans certains masters, etc. Et je me dis, autant aller à cette école de commerce. Pourquoi? Parce que ça peut aussi, c'est un tampon sur le CV, hein, mais concrètement, dans le marché du travail, ça aide, hein, concrètement, de faire une école de commerce. Donc, je me suis dit, vas-y, va en école de commerce. Tu sais que tu veux pas faire de commerce, mais ça te permettra ensuite de faire de la géopolitique et de pouvoir aller dans des super écoles qui te permettront de t'orienter là-dedans. Et donc, quand je suis rentrée en école, heureusement, j'avais des potes de prépa qui étaient avec moi, mais j'étais en mode, clairement, les cours, c'est cata, ça m'intéresse pas, la gestion, les ressources humaines, enfin bref, la finance, horrible. Et du coup, je suis rentrée en Master 1, donc la première année, j'ai un peu serré des dents, mais bon, c'était quand même sympa, voilà. C'est quand même l'ambiance étudiante, donc voilà. Et ensuite, donc c'est à ce moment-là, donc durant Master 1, que j'ai lu un livre qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne, qui a été à l'origine de mon réveil écologique. Donc j'ai lu ce livre, début de Master 1, c'était en septembre, je rentrais en école. Et je suis arrivée à Paris en mai, du coup, à la fin de mon Master 1, pour justement faire une année de césure, donc une année de stage à Paris. Et là, je suis rentrée du coup dans les médias publics à France Média Monde. Donc c'était très en lien avec le côté un peu géopolitique parce que France Média Monde, c'est les médias français à l'international, etc. Donc ça m'allait beaucoup. Quelques mois après, en septembre, octobre 2018, j'ai rejoint Pour un réveil écologique pour continuer mon engagement. Je me dis, OK, là, vraiment, j'ai un réveil écologique de ouf. Il faut que je m'engage. Et pour mon deuxième stage de césure, je l'ai fait, du coup, celle-là, je l'ai fait à l'AFD, donc l'Agence française de développement. Et en fait, donc, à la fin de mon année de césure, j'ai eu la possibilité de continuer à l'AFD pour faire mon Master 2 en alternance. Donc, j'étais 2 semaines à Paris, 1 semaine à Grenoble. Et il s'avère que mon école avait ouvert une filière qui s'appelait Management de la transition écologique, qui venait d'ouvrir. Donc, en gros, j'étais assez alignée aussi pendant mon Master 2. C'était que 6 mois. Et la deuxième partie, c'était bullshit. Bref, pas bullshit, mais... Enfin, si, bullshit d'école de commerce, quoi, qui m'intéresse pas. Mais j'ai aussi, du coup, en fait, cette école, finalement, elle m'a donné une liberté de faire ce que je voulais, parce que finalement, toutes les expériences que j'ai eues professionnelles, c'était que dans le public. Donc, j'ai jamais fait de commerce concrètement, sauf en cours, entre guillemets.
Et voilà, j'ai été libre de faire mon parcours, en fait. Et c'est ça qui a vraiment été, on va dire, épanouissant pour moi, c'est de me dire, bon, bah oui, t'es en école de commerce, mais en fait, bah déjà, tu orientes ton parcours un peu comme tu veux. Et en plus, avec cette possibilité en master 2 de faire une filière dédiée à la transition écologique qui venait d'ouvrir et qui était quand même extrêmement pertinente pour le coup, qui était pas bullshit. C'était ce qui était assez particulier, c'est-à-dire que moi, j'apprenais des choses et mes potes qui faisaient d'autres filières apprenaient limite le contraire, quoi. J'apprenais entre guillemets la décroissance et mes potes apprenaient comment vendre avec le marketing. Donc finalement, non, j'ai jamais regretté d'avoir fait une école de commerce. Bien sûr qu'il y a des profils classiques d'école de commerce qui sont toujours dans ces écoles-là, mais il y a aussi des gens très engagés. Et j'ai rencontré d'ailleurs des amis très engagés. On a même créé un groupe qui s'appelait J'aime en transition pour essayer de pousser la transition écologique au sein de l'école en essayant d'intégrer justement d'autant plus de la formation sur ces questions-là. Je suis encore là dans le groupe alumni, donc je continue à travailler avec l'école, et des étudiants qui sont encore dans l'école pour pousser justement l'intégration de la formation dans les cours et aussi dans les partenariats avec les entreprises. Donc finalement, je l'ai pas regretté pour le coup. Bifurquer complètement, non, je me sens pas du tout de m'extraire du système pour le coup. J'avoue que je me vois pas aller à la campagne, par exemple, faire un tiers-lieu ou autre projet de ce type. C'est pas ce qui m'intéresse maintenant. Je sens que j'ai des choses à faire notamment dans le secteur de l'influence. Peut-être que ça m'intéressera dans 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Mais pour l'instant, non, bifurquer et vraiment être, on va dire, refuser le système comme on me l'apportait, pas vraiment. Enfin, en tout cas, ça m'intéresse pas complètement. J'ai l'impression, d'une certaine manière, d'avoir bifurqué de ce qu'on me vendait comme profil idéal en école de commerce, parce que ce qu'on te voit comme modèle de réussite en école, c'est d'aller dans un énorme cabinet de conseil, d'aller dans des grosses entreprises, etc., d'avoir des postes de ouf, de gagner très bien ta vie. Ça, je m'en suis extrait parce que ça m'a jamais fait rêver. Mais après, vraiment être dans une forme de rejet total, c'est pas pour l'instant ce qui me correspond. Il y a des étudiants qui le font. Je pense qu'il faut tout. Je pense qu'il faut en même temps des étudiants qui bifurquent, en même temps des étudiants qui vont dans des entreprises ou des assos plus responsables, en même temps des étudiants qui vont dans des grosses entreprises pour essayer d'être des nouvelles figures et changer la culture de l'intérieur, même si c'est extrêmement complexe. Je pense qu'il faut un peu de tout. Là, tu parles pas mal des étudiants, mais les étudiants, c'est pas forcément toute la jeunesse. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut presque voir une scission qui se crée entre peut-être une jeunesse consciente, peut-être diplômée aussi, et une jeunesse soit qui n'est pas intéressée, soit qui est pas informée, soit qui a même pas les conditions matérielles pour se dire, bah, je vais manger bio, je vais manger local, ou des choses comme ça, parce que tout simplement, il y a des problèmes financiers ou matériels derrière. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se dire que la jeunesse aujourd'hui est engagée, essentialiser entre guillemets la jeunesse, et d'oublier une partie de cette jeunesse qui se dit mais moi en fait je me sens pas représenté dans cette histoire-là. Bien sûr, et ça c'est vraiment un gros problème, c'est que là on est je sais que je suis engagée dans des milieux, ça c'est parisien, donc c'est pas du tout représentatif des jeunes dans toute la France. C'est des milieux où c'est de l'entre-soi écolo, c'est-à-dire que on se connaît un peu tout, enfin les milieux sont très petits finalement, on a toujours des liens plus ou moins avec une personne, etc. Enfin bref, des liens en commun. Donc oui, bien sûr, il y a vraiment un enjeu à comprendre que nous, ce qu'on vit dans notre combat écologique parisien, etc., c'est pas la réalité, et surtout, on parle vraiment qu'à nos pairs. On est vraiment très très peu en dehors des cercles de convaincus. C'est pour ça que je pense que les créateurs de contenu, justement, qui ont des audiences extrêmement larges, notamment pas sensibilisés, peuvent être des vecteurs justement de sensibilisation auprès d'une jeunesse qui n'a pas accès à cette sensibilisation-là dans son quotidien. En fait, je pense qu'aujourd'hui, pour faire émerger la transition écologique, ou en tout cas les questions climat au sein des gens qui sont pas convaincus ou qui ont 1000 autres préoccupations beaucoup plus graves au quotidien, c'est justement d'avoir des nouvelles incarnations de l'écologie. Je pense qu'un exemple qui est Ferris Barkat qui a co-créé Banlieue Climat et qui justement va former et sensibiliser des jeunes de banlieue aux enjeux écologiques. On peut se dire, bah oui, mais vraiment, eux, ils peuvent être très loin de ces sujets-là. Et puis surtout, ils sont plutôt les premières victimes du réchauffement climatique. Donc clairement, c'est pas eux qu'on va... Enfin, pour moi, c'est pas eux qu'il faut demander des efforts, mais en les formant, ils ont un certain nombre de pouvoir en disant, bah concrètement, ils peuvent ensuite être mobilisés ou commencer à militer pour faire des appels, par exemple, au gouvernement ou autre. Donc, je pense des personnes comme Ferris Barkat qui, justement, ont cette capacité-là à toucher un nouveau public, c'est ultra important qu'on puisse avoir d'autant plus d'incarnations comme ça de l'écologie.
par exemple François Ruffin, qui arrive justement à parler à toute la classe ouvrière, etc., aussi des enjeux écologiques en passant par justement cette question de la casse sociale, etc. Donc je pense qu'il faut d'autant plus de figures comme ça qui peuvent incarner l'écologie auprès de populations qui ont des problématiques qu'il faut vraiment comprendre et qu'on ne peut comprendre que quand on est en lien avec eux ou alors quand on les vit nous-mêmes. Donc il y a vraiment un enjeu là-dessus. Et puis surtout, ce qui est particulier dans la génération, dans notre génération des 15-25 ans, je veux dire, 15-25, 15-30, on va dire, c'est qu'il y a vraiment une polarisation énorme. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de conflits entre les boomers et les jeunes, mais en fait, dans la jeunesse, il y a vraiment des conflits énormes où tu as des gaps en fait encore plus grands entre une jeunesse, certes, qui va être extrêmement engagée, mais qui représente un microcosme, et une jeunesse qui, en fait, potentiellement s'en fout du réchauffement climatique. Enfin, il y a plus de climato-sceptiques chez les jeunes que chez les vieux aujourd'hui. C'est une étude ADEME Ipsos qui est sortie en 2023, il me semble. Et en fait, c'est ça qui est inquiétant, c'est parce que en fait, on est dans une telle dissonance cognitive aussi dans la société, c'est-à-dire qu'en même temps, on nous dit oui, faut être responsable, et en même temps, la publicité n'a jamais pris autant de place. En même temps, il n'y a jamais eu autant d'appels à la consommation, et notamment les influenceurs font partie aussi de ces appels à la consommation constants, de cette valorisation aussi d'imaginaire et de normes sociales qui sont encore très très loin de correspondre à ce qu'il faudrait en termes de réalité climatique. Que en fait, même si on est plus au courant du réchauffement climatique, en fait, c'est extrêmement complexe d'être engagé ou de résister à la tentation d'acheter en fast fashion, de partir en avion à l'autre bout du monde, alors que ça coûte beaucoup moins cher que prendre le train, par exemple. Donc ça, c'est vraiment particulier. Et je le vois parce que je fais aussi des cours dans des écoles de com marketing, notamment auprès de classes qui sont pas du tout des classes orientées RSE. Et vraiment, ils s'en foutent. Limite, il y en a beaucoup qui sont vraiment pas intéressés par les enjeux environnementaux et qui savent qu'il y a une problématique potentiellement, mais par contre, ça fait pas partie de leur questionnement quotidien, quoi. Enfin, c'est trop loin d'eux. Donc oui, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, il y a aussi une certaine forme de jeunesse qui est aussi braquée par rapport à ça et qui dit mais en fait laissez-moi faire ce que je veux de ma vie, j'ai envie de profiter comme tout le monde. Pourquoi moi j'aurais pas le droit de prendre l'avion plein de fois alors qu'il y a 5 ans toi tu pouvais le prendre, etc. Il y a ce truc de en fait laissez-moi mon droit à polluer, comme si vraiment le droit, polluer c'était un droit en mode moi je veux pouvoir prendre l'avion, je veux pouvoir consommer et limite c'est un droit inaliénable que tout humain sur Terre devrait avoir, quoi. Alors qu'en fait nous c'est très nouveau déjà et ça a des répercussions qu'on connaît aujourd'hui. Avec aussi cet enjeu de la jeunesse a beaucoup plus de mal à se projeter dans l'avenir. Et du coup, il y a un peu cet immédiat qui est dans l'immédiat, si vas-y, demain, ça va être la merde, autant que je profite maintenant, quoi. D'où le besoin d'exemplarité des influenceurs aujourd'hui. Exactement. Avec un enjeu de changer les normes sociales, créer le nouveau normal. Le nouveau normal, ça devrait pas être la surconsommation, l'abondance, la fast fashion, la fast consommation, avec remettre finalement nos modes de vie dans le contexte et dans les limites planétaires, concrètement. Ça devrait être ça. Mais je pense qu'il y a un enjeu de déjà rendre indésirable l'existant. Donc, et ça se fait de plus en plus. Par exemple, la fast fashion comme Shein, tout le monde est un peu au courant des impacts sociaux et écologiques. Tout le monde est un peu au courant quand même des impacts écologiques de l'avion maintenant. Donc, il y a un peu ce truc, comment tu rends indésirables certains comportements en mettant en avant et en révélant leur impact absolument délétère pour potentiellement rendre désirables des alternatives plus responsables. Mais c'est extrêmement complexe parce que du coup, changer les normes de société, les imaginaires, ça prend du temps. Donc là, tu dis rendre indésirable ce qui est délétère pour l'environnement ou pour le social, pour, par contraste, après, rendre davantage désirable ce qui devrait être la norme. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les outils marketing, qui ont été pour l'instant au service de la consommation, etc., qui sont largement fondés sur les mécanismes psychologiques, psychosociaux, soient cette fois-ci utilisés comme arme de l'écologie, comme arme du social, pour que les comportements soient modifiés sans même que les gens s'en rendent compte? Bien sûr, je pense que vraiment aujourd'hui, il y a un enjeu à mobiliser, on va dire, la créativité des agences de com et justement des créatifs pour aller essayer de faire du nudge, donc changer les comportements sans que les gens s'en aperçoivent, ou de manière générale, oui, on va dire valoriser et normaliser des nouveaux modes de vie et de consommation. Et ça arrive en fait. Il y a de plus en plus de campagnes de com qui mettent en avant ces questions-là. Par exemple, en fait, ce qui est marrant, c'est que par exemple, une entreprise comme Havas, c'est elle qui est à l'origine de la campagne des dévendeurs
pour l'ADEME, une campagne qui met en avant donc une personne qui va être là pour dévendre, en fait, inciter le consommateur qui vient voir justement le dévendeur à ne pas acheter plutôt qu'acheter. Et en même temps, tu dis que ces agences de com qui font des très bonnes campagnes pour la sobriété, finalement, à côté, en fait, elles sont aussi dépendantes d'une certaine manière des gros contrats qui sont avec des entreprises totalement délétères. Et ça, c'est justement cette dissonance encore. Dissonance de dire en même temps, on est dans l'ère du en même temps. En même temps, on fait une transition écologique, entre guillemets, et en même temps, le business as usual n'a jamais été aussi agressif et n'a jamais autant gagné du terrain. Donc, il y a un peu ce truc de oui, bien sûr, il faut aller faire évoluer la publicité. D'ailleurs, hier, j'étais à un colloque de l'association Communication et Démocratie qui s'intéresse beaucoup à justement comment rendre la publicité plus sobre et notamment dans les imaginaires et les messages passés. Et ils ont notamment fait un focus sur concrètement qu'est-ce que la loi climat elle a changé pour la publicité. Mais finalement, en fait, il faut vraiment se poser une question cruciale qui est c'est quoi la publicité, c'est quoi la communication dans un monde en urgence écologique? Il y a forcément un enjeu de moins en faire. La question, elle va même plus loin. En fait, il y a un enjeu de dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on arrête? On ne pourra pas garder toutes les entreprises. Il y a plein d'entreprises qui ne sont pas viables dans un monde en urgence écologique. Il y a plein de modèles économiques qui ne le seront jamais. Par exemple, la fast fashion responsable, c'est plus de fast fashion finalement. Et ça, c'est des questions. La question du renoncement, c'est extrêmement complexe. Et donc, la publicité, forcément, elle doit bien sûr aller vers plus de vertueux, donc donner plus de visibilité au travail des assos, au travail d'entités plus responsables, entre guillemets, de produits plus responsables. Mais derrière, il y a aussi cet enjeu de se dire c'est quoi une entreprise qui mérite d'avoir une publicité concrètement et c'est quoi une entreprise qui ne le mérite pas. Et ça, on n'est pas prêt non plus à avoir ces questions du renoncement parce que concrètement, il me semble que disait hier justement au colloque qu'il y avait 150 000 emplois en lien avec la publicité en France. Donc c'est quand même énorme. Donc en fait, c'est ces personnes-là qui travaillent pour des grosses structures de communication, des agences de com, comment on gère aussi la transition des compétences. Parce qu'une publicité plus écologique, c'est forcément une publicité qui se coupe d'énormes mannes financières du privé délétère pour l'environnement. Donc c'est vraiment complexe. Et il y a bien sûr un enjeu de sensibilisation, de formation aussi, bien sûr des publicitaires, etc. Qu'est-ce que tu penses à titre perso d'une publicité omniprésente dans la rue aujourd'hui, ou même finalement sur notre téléphone aussi? Qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que tu penses d'initiatives comme peut-être la ville de Lyon qui décide de réduire les affiches, de dire on en fera moins, il y aura plus d'affiches dans les transports en commun par exemple? Ça c'est absolument indispensable. Du coup, la ville de Lyon, elle a mis beaucoup moins de publicité, elle a interdit et enlevé tous ces écrans lumineux. Et il y a de plus en plus de métropoles en France qui ont le projet de les interdire parce que c'est une aberration écologique. Et donc oui, il y a vraiment aujourd'hui un enjeu déjà de réduire les stimuli publicitaires qu'on a au quotidien. Il y a une étude qui disait qu'on a en tout par jour 15 000 stimuli publicitaires, donc que ce soit les pubs qu'on voit, les logos qu'on voit, même sur les vêtements, etc. Donc c'est vraiment énorme sans qu'on s'en rende compte. Et ça a forcément des impacts sur notre inconscient, qui ensuite, des trucs vont ressortir après, on va vouloir acheter quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Ça vient juste des choses qu'on voit tous les jours, dont on fait plus attention concrètement, mais que notre cerveau enregistre. Et surtout, ce qui était intéressant avec la ville de Lyon, donc c'est notamment Bruno Bernard, qui est le président de la métropole de Lyon, qui a mis ça en place et qui est très, très engagé sur ces questions-là. Il mettait en avant le fait qu'il y avait un mythe qui était que la publicité finançait beaucoup les transports publics, etc. Alors qu'en fait, c'était minime par rapport à tout le budget d'une métropole. Et donc, c'était un argument qui était souvent mis en avant, alors qu'en fait, il n'était pas forcément pertinent. Et donc ça, c'est des grandes questions. Mais de manière générale, oui, la publicité, elle nous enferme dans des imaginaires et surtout, on sait qu'elle est responsable de ces comportements de consommation. Et que dès qu'on est moins amené à voir de la publicité au quotidien, ensuite, on est moins amené à acheter. Ça, c'est des études qui le montrent. Donc, il y a un enjeu vraiment de reprendre aussi l'espace public, de se le réapproprier sans la publicité. Et puis, de manière générale, il y a aussi un enjeu énorme à définir les choses. Concrètement, c'est quoi un produit responsable? C'est quoi une entreprise à impact positif? C'est quoi un produit plus responsable? En fait, comprendre si la publicité, elle est régulée, qu'est-ce qui est interdit? Mais pour savoir ce qui est interdit, il faut savoir le nommer et concrètement, définir concrètement pourquoi on interdirait. Donc là, déjà, par exemple, il y a pas mal d'assauts, notamment comme Communication et Démocratie, qui planchent sur une loi E20 du climat. Donc, en gros, la loi E20, c'est la loi qui régit tout ce qui est autour de comment tu communiques autour de l'alcool, des alcooliers.
qui est assez extrêmement stricte, notamment sur les réseaux sociaux. Mais en fait, il faudrait une loi Evin Climat qui puisse avoir des directives concrètes. Alors ça, c'est interdit, ça, c'est autorisé. Mais en fait, des fois, tu as un peu un flou concrètement. Et surtout, on a un vocabulaire de l'écologie, une sémantique de l'écologie qui n'est pas précis. Donc, il y a un enjeu aussi à repenser le vocabulaire qu'on utilise. Et concrètement, si on veut cadrer justement et la publicité, savoir qu'est-ce qu'on interdit et si on l'interdit, pourquoi concrètement. Tu dis que parfois, même aujourd'hui, l'écologie se confronte à l'économie. Et quand c'est le cas, faut peut-être faire autrement, proposer d'autres solutions. Et il y a peut-être un secteur aujourd'hui où c'est en train de se passer, c'est celui du voyage, où on essaie de proposer d'autres modèles. Dire qu'aujourd'hui, le voyage, c'est pas que la destination, c'est aussi le trajet. Utiliser le train, utiliser le vélo, utiliser les transports en commun, voyager plus proche. Tous ces imaginaires-là, comment vous les portez dans ton agence ou dans le collectif? Les imaginaires du voyage, c'est vraiment au cœur de ce qui est mis en avant sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Instagram, c'est déjà le réseau social qui a créé de cette manière le marketing d'influence qu'on connaît aujourd'hui. Et de manière générale, c'est un réseau qui a été utilisé pour notamment mettre en avant ses photos de vacances, etc. Donc, c'est un imaginaire qui est extrêmement présent. On voit les influenceurs qui, notamment, font des voyages presse à l'autre bout du monde ou même qui, eux, dans leur vie perso, voyagent, etc. Énormément de comptes d'influenceurs voyage qui vont mettre en avant des destinations pareilles dans tous les coins du monde et avec aussi des bons plans pour prendre l'avion pas cher, etc. Donc, c'est un imaginaire qui est extrêmement présent. Et de manière générale, dans notre génération, notamment dans, j'ai envie de dire, les milieux peut-être où on a fait, les milieux peut-être parisiens, on a beaucoup de gens autour de nous qui sont partis 6 mois en Amérique latine ou qui sont allés vouloir faire le tour du monde, etc. Le voyage, c'est adossé à une forme d'accomplissement et d'épanouissement. C'est-à-dire que pour comprendre un peu soi-même, sa personnalité, le monde, il faudrait forcément aller faire le tour du monde ou aller voyager dans plein de destinations qui forcément sont accessibles qu'en avion parce que c'est ultra loin. Donc, dans la génération, le voyage est très intégré dans un monde d'accomplissement et finalement, ce serait normal. Et puis surtout, en fait, le voyage est adossé à l'avion. C'est-à-dire que tu voyages vraiment que si tu prends l'avion finalement. Et cet imaginaire-là, il est extrêmement présent et c'est complexe d'arriver à faire comprendre que finalement, 90% des gens sur Terre n'ont jamais pris l'avion. Donc, on fait partie des très, très peu de personnes sur Terre qui ont la capacité de prendre l'avion et de prendre l'avion beaucoup déjà. Et puis, et surtout, que concrètement, aujourd'hui, il faudrait vraiment comprendre à quel point le voyage a un impact. On parle bien sûr de surtourisme, d'impact sur les populations locales, la biodiversité dans certaines destinations, l'impact carbone aussi du voyage. Et puis aussi, cette démocratisation du voyage, elle s'est faite aussi dans une forme de... en fait, il y a ce qui se passe avec la fast fashion, c'est-à-dire qu'on ne paye pas cher des vêtements. Quand tu payes pas cher un billet d'avion, c'est que derrière, souvent, tu es dans une compagnie low cost qui paye pas forcément très bien son personnel. Potentiellement, son personnel n'est même pas en CDD ou en CDI. Là, on en parlait tout à l'heure, mais dans certaines compagnies aériennes low cost, les pilotes sont en freelance. Voyager à bas prix, c'est aussi, d'une certaine manière, cautionner le système, un système low cost qui paye mal les personnes qui, que ce soit les techniciens ou le personnel à bord. Et du coup, c'est complexe. Quand tu as accès à quelque chose, quand tu as l'impression que c'est limite, comme je disais, un droit d'y avoir accès, de s'auto-restreindre dans le voyage quand tu pourrais aller voir des destinations, quand tout le monde s'auto part et que c'est très facile d'y aller, concrètement, c'est complexe. Et surtout quand tu te dis, ce qui est un autre sujet encore, quand tu dis que concrètement, moi j'ai aussi pas mal de potes qui me disent ça, pourquoi moi je me restreindrais alors que les milliardaires ils prennent le jet privé, ils ont une empreinte carbone 1000 fois plus importante que moi, les influenceurs ils s'en foutent, ils prennent l'avion 25 fois par an, pourquoi moi ma petite échelle, si j'ai envie de voyager je me restreindrais alors que plein de gens ont une empreinte carbone beaucoup plus importante, ce qui est totalement légitime. C'est pour ça qu'il y a un enjeu vraiment à aller faire juger les imaginaires de voyage sur les réseaux sociaux, que les influenceurs puissent vraiment moins valoriser et normaliser le fait de prendre l'avion, que une nouvelle forme de voyage soit mise en avant. Donc, comme tu disais, le fait que le trajet fasse aussi partie du voyage d'autant plus, et donc revenir aussi à une forme de voyage plus lent. Mais ça, c'est aussi plein de contraintes.
Typiquement, les city trips, ce qu'on appelle en gros le fait d'aller passer un week-end dans une capitale en avion, c'est ce qui rapporte le plus aux compagnies aériennes. Donc en fait, tout le monde veut aller juste pour 2 jours et demi à Barcelone, prendre juste, voilà. Et en fait, si tu veux faire ça, t'es obligé de prendre l'avion parce que en plus, on n'a plus de temps. Donc concrètement, même le fait de voyager pendant une semaine, concrètement, il y a plein de gens qui n'ont pas forcément la capacité de voyager pendant une semaine, par exemple. Donc il y a un peu cet enjeu de temps où comment on arrive à se dire que on va refuser ça parce que le trajet, ça fait aussi partie du voyage et que si on veut voyager vraiment loin, il faut qu'on intègre aussi ce trajet-là. Mais bon, ça, c'est complexe. Si toi, tu avais un rêve, et si peut-être que tu en as déjà un aussi aujourd'hui, quel serait-il? Je sais. En fait, je suis très terre à terre, ce qui est un peu, ce qui est un inconvénient comme une qualité, je pense. Mais du coup, j'ai beaucoup de mal, de manière générale, mais depuis même avant mon réveil écologique ou quoi que ce soit, j'ai toujours été quelqu'un qui se projetait à court terme dans ma vie. Genre, je me suis jamais dit, ah ouais, enfin, si, genre, par exemple, quand j'étais, voilà, à un moment, je me disais, ok, j'ai trop envie de travailler à l'ONU, c'est vraiment mon rêve, etc. Aujourd'hui, je pense que ce qui m'importe, en tout cas, et ce qui me rend heureuse au quotidien, déjà, c'est d'être entourée de personnes qui sont, voilà, d'être bien entourée. Je pense que c'est vraiment un enjeu aussi. Beaucoup, on a parlé de travail, etc. Mais la vie, c'est pas que le taf, c'est pas que le militantisme ou l'activisme. C'est aussi pas se poser de questions, être avec ses potes et pas forcément parler d'écologie tout le temps. Ça, c'est extrêmement important pour avoir un bon équilibre de vie. Et de manière générale, moi, ce qui vraiment m'importe, c'est de me dire, OK, comment, à ma petite échelle, au quotidien, je peux faire évoluer les choses dans le bon sens. En tout cas, j'espère que mon bon sens, c'est le sens qui, pour moi, crée un univers et une société plus juste pour tous. Donc je pense que c'est plutôt ça. Enfin, je sais pas si c'est un rêve. J'ai pas vraiment de rêve officiel. J'ai pas d'objectif, de but à atteindre. Je pense que j'ai envie de continuer à pouvoir m'épanouir dans ce que je fais et à me dire que concrètement, j'ai un petit impact qui permet de, je sais pas, faire en sorte que il y a des gens qui vont vivre mieux maintenant ou dans les années à venir. Si les rêveurs d'Atlas devaient rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Et si les rêveurs d'Atlas devaient rencontrer quelqu'un, je pense que ce serait Ferris Barkat. Parce que comme je le disais, il incarne vraiment une écologie qui parle à une audience qui, de base, n'est déjà pas valorisée dans la société et en plus qui, justement, est moins sensibilisée sur ces questions-là. Et il a vraiment un discours qui sort de l'ordinaire, qui va même jusqu'à parler d'enjeux autour de colonialisme et comment voilà, ces enjeux-là sont très liés aussi aux enjeux écologiques. Donc il est de plus en plus médiatisé, mais je pense que j'ai l'impression qu'il est de plus en plus, mais c'est peut-être parce que je suis aussi dans un microcosme de gens engagés. Mais c'est une personne qui m'inspire beaucoup et il a que 21 ans, donc c'est assez remarquable tout ce qu'il fait à son âge. C'est clair. On a une phrase d'Oscar Wilde qui disait que vivre est une chose rare et que la plupart des gens ne font qu'exister. Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, j'ai un peu une vision finalement assez dissonante sur la vie, dans le sens où on est tous, j'ai l'impression, d'une certaine manière, amenés et encore plus aujourd'hui, à essayer de trouver un sens à notre vie, trouver un sens à nos actions, etc. Et je pense que c'est pas très important, c'est pas indispensable de trouver un sens à sa vie. Je pense que même si on, entre guillemets, on fait que exister, l'important c'est d'être en accord avec soi-même. Alors bien sûr, il y a des enjeux aussi d'être une personne bienveillante et de pas tout détruire autour de soi, mais je pense que en fait, la vie n'a tellement pas de sens de manière générale que c'est bien sûr que c'est à nous de trouver le sens, mais c'est aussi à nous de se lâcher la grappe aussi, notamment dans les milieux engagés, je pense, où il y a un pote quand j'étais très très mal par rapport aux enjeux écologiques, c'était au début vraiment de mon réveil. Et je m'intéressais en plus au féminisme. J'avais lu Crépuscule de Joan Branco, je sais pas si tu l'as lu, qui m'avait aussi fait grave bader sur les questions politiques. Je me disais, mais c'est cata. Et il m'avait dit, mais Amélie, porte pas le poids du monde sur tes épaules. Donc je pense qu'il faut un peu se laisser tranquille. La vie, justement, c'est un cadeau. L'idée, c'est aussi d'être heureux, de pouvoir se dire que on a vécu une vie quand même qui nous a, entre guillemets, plu. Donc ouais, ça m'inspire ça. Merci beaucoup, Amélie.
Merci. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et poursuivre la réflexion. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.